Salut tout le monde, c'est le Physicrate et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler en fait des 3 raisons. Comme je vous ai dit, ça sera une playlist. Et dans cette vidéo, on évoquera une des raisons. Pourquoi est-ce que ce que disait Bohr n'était pas une bêtise non plus? Alors comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, mon avis sur la mécanique quantique et les 2 interprétations possibles, interprétation de Copenhague et interprétation déterministe, finalement je suis neutre. C'est-à-dire que ce que disait Einstein est totalement cohérent et ce que dit Bohr est totalement cohérent aussi. Et les raisons pourquoi est-ce que je pencherais pour Einstein, je les ai déjà évoquées dans la première vidéo de la chaîne. Allez la regarder, si vous avez le temps, elle dure quand même plus de 30 minutes. Mais dans cette vidéo, on va évoquer la raison électromagnétique pour laquelle je pencherai pour Bohr. Alors déjà qu'est-ce que c'est que l'électromagnétisme? Je l'ai beaucoup cité dans mes premières vidéos, les 2 premières, hein, on va pas abuser, il n'y en a que 2. Alors l'électromagnétisme, comme vous pouvez l'entendre, c'est d'un côté l'électricité et de l'autre le magnétisme. Parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est totalement le même phénomène. L'électricité et le magnétisme, c'est totalement la même chose. Et au 19e siècle, un certain James Clerk Maxwell, un Écossais, a formulé des équations. À la base, il y en avait 8, et avant, il y en avait encore plus. Maintenant, il n'y en a que 4. J'en ferai peut-être une vidéo, car elles peuvent paraître assez compliquées, mais en fait, si on les comprend, c'est simple. Et ces équations nous disent globalement que finalement, l'électricité et le magnétisme, c'est la même chose. Et qu'elles sont reliées par plein de phénomènes, tels que l'induction ou la loi d'Ampère, tout un tas de trucs. Et que finalement, c'est la même force fondamentale, donc l'interaction électromagnétique, qui est mise en jeu. Déjà, pour commencer, revenons au modèle planétaire de l'atome qui s'est avéré faux, selon l'interprétation de Copenhague. Une des raisons pourquoi il est faux, c'est cette raison électromagnétique. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, il y a un électron, une petite bille qui tourne autour d'un noyau. Une petite bille négativement chargée qui tourne autour d'un noyau. Et vous me direz, c'est quoi le problème? Peut-être que vous pouvez en constater un, qui est en fait le fait que le noyau est chargé positivement et l'électron est chargé négativement. Et là, vous vous dites qu'il y a un problème. C'est comme 2 aimants négatifs et positifs. Ils devraient s'attirer. Or, ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi la première explication à cela? La première explication, c'est qu'en fait, ils tournent hyper vite. Et là, on rentre même plus dans la mécanique newtonienne, voire céleste. Prenez l'analogie avec une planète qui tourne autour du Soleil, imaginons la Terre qui tourne autour du Soleil. Pourquoi est-ce que la Terre ne s'effondre pas à cause de l'interaction gravitationnelle? Parce que vous me direz, il y a une force gravitationnelle qui est exercée par le Soleil. Et comme le Soleil est plus massif que la Terre, il devrait totalement attirer la Terre. Ce qui serait totalement logique. On peut même calculer cette force à l'aide de la seconde loi de Newton, un petit peu revisitée.
qui s'affiche à l'écran. Pour les mathématiciens qui sont un peu intéressés, en fait c'est donc une constante, la constante gravitationnelle, qui a été déterminée par des expériences, multipliée par la masse du premier corps, donc dans notre cas la Terre, multipliée par la masse du Soleil, le tout divisé par leur distance de séparation au carré. La Terre, elle tourne, et du fait de tourner, elle a une certaine énergie cinétique, une certaine force qui ne la fait pas dévier. Et en fait, cette force est plus importante que la force de gravité. Donc, la Terre reste sur son orbite. Alors, vous vous direz que pour l'électron, ça peut être pareil. Il pourrait avoir une certaine force de propulsion qui serait supérieure à l'interaction électromagnétique entre l'électron et le proton. Ben ouais, logique. Mais en fait, c'est pas si simple. Vraiment, c'est pas si simple, car au début, on pensait que c'était le cas. Sinon, ça serait impossible qu'un électron se balade comme ça sur des orbites autour d'un noyau. Mais un phénomène d'onde électromagnétique, donc de lumière, viendra révolutionner tout ça. Alors, sans rentrer dans les détails de l'électromagnétisme, du champ magnétique, du champ électrique, on en refera une vidéo là-dessus parce que les gens confondent énormément le champ électrique et le champ magnétique, qui sont finalement la même chose, mais si les deux existent, c'est bien pour quelque chose. La force a la même nature, mais il y a quand même une petite différence entre les deux. Là, on va juste vous dire que, en fait, en bougeant, un électron, il va émettre de l'énergie. En bougeant, il va donc émettre de la lumière. Cette énergie est sous forme de lumière. Alors la lumière, il ne faut pas que vous la voyez forcément comme la lumière que vous voyez d'une ampoule. Il y a tout type de lumière, allant des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, en passant par le domaine visible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques, et elles ne sont pas tous visibles. Et cette onde, elle peut être vue d'un point de vue ondulatoire, donc électromagnétique. Mais là, pour vous simplifier l'affaire, on va plutôt se placer dans un cadre corpusculaire, car la lumière est aussi un photon qui est une des particules élémentaires du modèle standard de la physique des particules. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'en bougeant, l'électron, il émet de l'énergie. Et comme il émet de l'énergie, forcément il va en perdre. Il ne va pas en gagner subitement. Et en émettant de l'énergie, sa vitesse va diminuer et sa force de propulsion aussi. Et donc, l'électron finira par s'écraser sur le noyau. Quelle triste fin pour l'électron, hein, je vous l'accorde. Voilà ce qui se passe. Si on prend comme point de vue le modèle classique, le modèle planétaire des atomes. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi est-ce que le modèle planétaire est en fait faux. Dans la seconde vidéo, on va voir ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, donc un Allemand, qui est une autre explication de ce fait que Niels Bohr a aussi pris en compte. Et la dernière vidéo portera en fait sur de la playlist, bien sûr. Je vais pas arrêter YouTube si vite non plus, hein. Va porter sur le Big Boss qui a un peu tout déterminé chez Bohr, qui est en fait l'expérience de la double fente, l'expérience de Young réalisée sur un électron. Merci de m'avoir écouté, c'était le Physicrate.
To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say.